Super. Donc Gilles Tisserand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous accueillir ici. Pour Tetra Pak, c'est la première fois qu'on vient à Made. Et première fois, et d'ailleurs on a reçu un prix pour cet emballage. Absolument, on va le dire. Donc vous êtes le directeur marketing France et Benelux donc de Tetra Pak, marque mondialement connue. Et effectivement, vous l'avez dit, vous avez obtenu un Made Award cette année pour cet emballage. C'était le Made Award dans la catégorie emballage. Dans la catégorie emballage, voilà. Ça aurait pu être rupture, etc. Et donc vous allez évidemment nous expliquer comment l'emballage peut être un élément de marque sur le développement durable pour une marque. Voilà, pardon. En effet. Merci pour l'introduction. On m'a demandé d'intervenir sur la problématique de l'emballage. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'emballage est questionné. Ça ne marche pas. Non, si ça marche, c'est juste un peu lent. En fait, ça marche sur l'ordinateur, mais ça ne marche pas sur l'écran. Hop, c'est parti. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur la thématique de l'emballage. Et je vous ai mis une introduction, ma présentation en anglais, parce que je ne savais pas s'il y avait des personnes qui étaient anglophones dans cette salle. Mais on parle beaucoup de l'emballage comme étant un mal aujourd'hui. Et avant de parler de l'emballage comme étant une solution pour répondre à vos critères de responsabilité, je voulais prendre un petit peu de temps pour finalement raconter l'histoire de l'emballage et en quoi est-ce qu'un emballage c'est utile. Parce qu'un emballage c'est un mal, mais c'est un mal utile. Il y a 4 fonctions principales à l'emballage. La première, naturellement, c'est la protection du produit. Vous avez vu une photo d'une vache avec un petit chat derrière. Moi, j'adorais boire du lait au pied de la vache et puis j'adorais pouvoir boire du jus d'orange tous les matins depuis mon oranger. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, il est important de pouvoir protéger l'emballage. L'emballage joue un rôle sur l'attractivité. Vous avez tous des marques ici. Vous avez besoin d'être visible en rayon. Donc, l'emballage joue un rôle important pour apporter du contenu, pour apporter du message. Enfin, l'emballage joue également un rôle important sur la logistique. On parle beaucoup de vrac aujourd'hui, mais il est vrai que quand vous avez besoin d'envoyer des produits à 200, 2000, 5000 km, vous avez besoin d'avoir un contenant et un contenu qui vont bien ensemble et qui permettent de protéger le produit. Donc, qu'est-ce qu'il en est L'emballage, ça existe depuis des milliers d'années. Tetra Pak, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 50 avec un objectif de protéger au mieux le produit et d'être optimisé d'un point de vue logistique. Donc là, on voit ce qui était la réalité, la distribution de lait avant les années 50, où vous aviez un petit fermier qui mettait son lait dans une petite cuve et puis qui allait tourner. Ça existe encore, hein, le milkman dans le UK. Mais dans un contexte où la distribution s'est développée, on avait besoin d'être optimisé logistiquement, on avait besoin d'améliorer la durée de vie du produit. L'emballage a joué un rôle qui est très, très important. Avant de parler d'environnement, je voulais aussi m'attarder sur la notion de protection. Aujourd'hui, il est important de protéger la qualité organoleptique de vos produits. Je voyais les startups qui présentaient leurs produits précédemment, et la mise en avant du sans gluten, la mise en avant des vitamines, du sans sucre. Il y a différents facteurs qui vont impacter la qualité de vos produits et l'emballage joue un rôle critique. Parmi les éléments extérieurs qui impactent fondamentalement la qualité du produit, il y en a principalement 2. Il y a l'air et la lumière. C'est pour ça que souvent, vous voyez qu'en fait, vos emballages sont protégés, opaques, parce que ça va vraiment protéger, allonger la durée de vie et améliorer la qualité dans la durée de vos produits. Il y a un exemple moi, que j'aime bien utiliser, c'est l'exemple de l'huile d'olive, hein, et notamment l'huile d'olive vierge. Quand vous faites des analyses sur 6 mois, de la présence de polyphénol dans votre huile d'olive. En fait, vous constatez que quand votre emballage est opaque, ce qui est le cas pour la brique, ce qui est aussi le cas pour les bidons en métal, vous avez vos taux de polyphénol qui sont bien plus élevés et qui se maintiennent dans la durée. Et ça permet de garantir, encore une fois, que votre produit, la qualité de votre produit, l'image de marque de votre produit, le goût, elle est conservée dans la durée. Donc, l'emballage, il est important dans votre choix de marque sur la protection. Attractivité, je l'ai dit, vous le savez tous, aujourd'hui il y a des mises en avant grâce au digital, c'est la thématique de ce salon cette année. On est capable d'activer des choses, de faire des choses très intéressantes, des QR codes, de l'emballage augmenté. Nous, depuis plusieurs années, on travaille avec des marques en France, notamment pour s'adresser aux jeunes consommateurs avec de la réalité augmentée. Les parents ou les enfants scannent, et puis vous avez une application de réalité augmentée, et ça permet de faire passer des messages d'éducation, à la fois sur la marque, à la fois sur la qualité des produits. Donc
Donc l'emballage joue un rôle important. Maintenant, on le sait tous, on est face à un challenge qui est très important, qui est ce challenge de la durabilité, sustainability en anglais. Il y a un contexte qui est aujourd'hui très lourd dans les médias, chez les consommateurs et dans la législation. Donc vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je voulais juste prendre 2 minutes pour vous expliquer le contexte législatif à la fois français et européen. Donc à l'échelle européenne, il y a ce qu'on appelle le single-use plastic, donc le plastique à usage unique. Il y a différentes directives qui ont été votées, qui sont en train d'être votées, sur les emballages ou les touillettes en plastique, donc tout ce qui est considéré comme des plastiques à usage unique, qui à terme vont devoir être supprimés. Et dedans, il y a notamment les pailles. Et la France a été d'ailleurs un des premiers pays à l'échelle de l'Union européenne à vouloir prendre des actions pour supprimer les pailles en plastique. Pourquoi? Parce que la paille en plastique, elle n'est pas recyclée, malheureusement, dans le tri. Elle est tellement fine, tellement légère, qu'elle passe à côté des flux de recyclage classiques. Donc là, ça n'apparaît pas dans cette timeline. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine navette législative entre le Sénat, l'Assemblée nationale. Il se peut que finalement, l'interdiction des pailles en plastique se fasse en 2021, on attend toujours de savoir, il est possible que ça se fasse en 2020. Mais quoi qu'il en soit, quand on regarde notre industrie, dans les 4-5 prochaines années, les acteurs de l'emballage, mais les marques, surtout les marques, vont devoir prendre des décisions de développer des emballages qui respectent la loi et qui sont plus durables. Donc des pailles qui vont être en papier, des emballages qui vont intégrer de plus en plus de matières recyclées ou de matières dites renouvelables, et des bouchons qui vont devoir être attachés, et là on parle de 2024. Okay. Nous, Tetra Pak, on est un leader mondial non seulement de l'emballage, mais aussi du process alimentaire. C'est vrai qu'on travaille sur ces questions depuis plusieurs années. Et dès cette année, on va mettre sur le marché des pailles en papier. Et puis en 2021, des emballages avec des bouchons attachés. Donc on travaille vraiment là-dessus pour être en avance par rapport à la législation. Maintenant, quand on regarde quel est le futur de l'emballage, moi, j'aime bien me ramener à la nature. On doit se rapprocher d'un emballage qui est le plus naturel possible. L'exemple de la banane, c'est ce sur quoi on devrait aller. On devrait aller sur un emballage qui est renouvelable, qui vient de la nature, qui est à moyen et long terme compostable et qui protège au plus près et le plus longtemps le produit. Alors, je pense qu'il y a des distributeurs dans cette salle, il y a des marques. Je me suis amusé à regarder les engagements environnementaux ou de RSE de distributeurs anglais, et puis après j'ai 2 exemples français. Et en fait, quand on doit les synthétiser, on a 5 grands axes de communication, 5 grands axes d'amélioration autour de l'emballage. Il y en a un qui est sur la réduction du poids, un qui est sur la réduction du plastique, un troisième qui est sur l'utilisation de matières renouvelables et ou recyclées. Il y a un enjeu très important sur la recyclabilité du produit, donc sur la fin de vie. Et enfin, on retrouve également en transversal cette notion d'impact carbone, donc de CO2, donc de réduction du CO2. Je vous ai dit, j'ai 2 exemples en France. Carrefour communique énormément en ce moment avec son Act for Food. Et eux, ils ont clairement, on le voit, identifié notamment sur leur MDD, un objectif de réduire le plastique, un objectif d'aller sur du 100% recyclable et réutilisable. Ils ont annoncé il y a quelques jours que vous pouvez venir avec votre propre contenant, par exemple, pour repartir avec vos légumes cuisinés. Et puis, le sourcing local. Un autre exemple que j'aime bien, c'est celui de Leclerc, qui lui également est vers une logique de réduction du plastique, une logique de réduction de poids et d'optimisation des emballages et des suremballages. Et finalement, ils veulent être vraiment dans le top 3 des distributeurs les plus vertueux. Alors, du coup, je veux juste prendre quelques instants dans les minutes qui viennent pour vous montrer des exemples sur les fameux 5 items clés et pour vous faire prendre conscience que l'emballage, en effet, ce n'est pas un risque. Au contraire, si vous choisissez le bon emballage, ça va vous permettre d'aller chercher des points en plus dans la communication, des points en plus sur la responsabilité sociale. La recyclabilité, c'est le point numéro 1. On parle beaucoup de la fin de vie. En fin de cette présentation, je vais vous parler du début de la vie, parce que ça a un impact énorme, notamment sur l'environnement. Mais il y a un point important qui est sur l'éco-conception. Il y a eu plusieurs communications récemment
celui de Nesquik. Alors Nesquik n'a pas annoncé qu'ils allaient remplacer complètement, en tout cas pas de suite, leur fameuse boîte avec laquelle vous êtes quasiment tous nés. Moi, je donne encore du lait aromatisé comme ça à ma fille le matin. Ils ont annoncé le lancement d'un nouveau produit dans un emballage papier. Pourquoi? Parce que leur boîte, aujourd'hui, elle est en PP et le polypropylène n'est pas recyclable. Donc en fait, le choix de la matière première à l'origine de votre produit a un impact sur la recyclabilité. L'ensemble des plastiques, par exemple, n'est pas recyclé aujourd'hui en France. Un autre exemple que j'aime bien utiliser, c'est ce qu'a fait Bell il y a quelques années, en partenariat avec Citeo. Vous connaissez tous l'air d'Hammer. Donc l'air d'Hammer, fromage, dans cette barquette. Historiquement, cette barquette, il y avait 3 plastiques. Du PE, polyéthylène, du PP, polypropylène, et du PS, polystyrène. Et le fait d'avoir ces 3 plastiques-là, ça complexifiait énormément le recyclage. Donc on pense tous que votre bouteille plastique, elle arrive dans un centre de tri et elle est recyclée. Ben oui et non, le bouchon peut être en PP, et puis il y a une sleeve en plastique, ou en papier. C'est pas le même plastique, c'est pas le même papier. C'est très important dans la création de votre produit d'avoir une connaissance assez fine, et Citeo peut vous accompagner, ou des experts comme Tetra Pak peuvent vous accompagner. C'est très important de choisir un matériau qui va être recyclé in fine. Okay. Donc l'air d'Hammer, Bell, en faisant ça, ils ont basculé en fait de cette barquette qui avait 3 types de plastique, de polymère, en une barquette qui n'est que du PE, PET, enfin PE, et qui aujourd'hui est entièrement recyclable. Donc ça leur permet aujourd'hui vraiment de communiquer ouvertement et montrer leurs engagements environnementaux. On parlait de réduction de poids. Il y a certains distributeurs qui vont parler de réduction de poids. C'est très important en termes de logistique, en termes d'impact, notamment sur l'essence utilisée, la pollution. Il y a un exemple qui est... Il y a un problème sur mon animation, je crois. Ok, peu importe. Je voulais vous parler de la conserve. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'animation. La conserve, elle existe depuis des années. L'apertisation, ça a été inventé à l'époque de Napoléon. On peut être très fier en France. La conserve, c'est un emballage qui pèse malheureusement très lourd, qui par sa forme en cylindre n'est pas du tout optimisé dans la chaîne de logistique. C'est la raison pour laquelle, et c'est dommage, mais dans la présentation qu'on va vous mettre sur le site, je vous montrerai l'emballage que Tetra Pak a développé. On a développé il y a maintenant quelques années un emballage rectangulaire, mais qui permet d'emballer des légumes et qui est 40% plus léger qu'une conserve en métal. Alors, ça a plusieurs avantages. 1, logistique, vous réduisez le nombre de camions que vous avez sur la route. 2, en plus d'un point de vue distributeur, vous optimisez votre place en rayon, c'est-à-dire que vous pouvez mettre plus de SKU si vous voulez, ou dédier des rayons à d'autres choses qui apportent plus de valeur ajoutée. Troisièmement, vous checkez très rapidement vos critères de réduction de poids. Et donc si on prend un exemple où demain un distributeur décide de remplacer 10 millions de conserves par notre emballage Tetra Recart, ça permet de réduire l'équivalent de poids de 55 éléphants. Ça fait 330 tonnes. Le marché de la conserve, il est énorme. Moi, j'aime bien faire ces petites analogies. Mais ça permet de communiquer vraiment clairement auprès du consommateur le bienfait de basculer d'un emballage A vers un emballage B. Okay. Réduction du plastique, on l'a vu, c'est chez certains distributeurs un objectif qui est clair et clé. Là, je vous ai mis un exemple de ce qui se passe en Irlande en ce moment. Donc, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, les pays nordiques sont quand même à la pointe aujourd'hui des enjeux, des discussions, des débats sur l'environnement. Il y a certains distributeurs qui font des actions claires et nettes qui, du jour au lendemain, décident de basculer d'un emballage à l'autre. Tesco, en Irlande, a décidé de remplacer sa bouteille de 2 litres HDPE de lait frais et l'a basculer en emballage carton Tetra Pak d'1,75 litre pour la simple raison, ça leur permet vraiment de réduire très fortement leur masse de plastique
dans l'ensemble de leurs distributeurs. Donc ils ont un claim très fort, hein, c'est 75% de plastique en moins. Naturellement, ils sont allés sur un emballage carton. Mais encore une fois, là, ce que je veux highlighter, c'est que le choix de votre emballage va vous permettre non seulement d'aller chercher des vraies ambitions environnementales, on va le voir après, le passage du plastique au carton, ça a un impact très positif sur le CO2 notamment, hein. Mais ça permet aussi, d'un point de vue communication, eh ben, très simplement d'aller chercher des consommateurs et de leur dire « moi, je suis un distributeur qui fait des choix et qui fait des choix environnementaux ». Je parle de CO2. Et là, je vais vous emmener sur le début de la vie. On a parlé de la recyclabilité, on parle du choix de la matière. Pourquoi est-ce que le choix de la matière, c'est important? Et pourquoi est-ce que le choix de la matière recyclée et ou renouvelable, c'est important? Parce que la nature même de votre emballage, la nature même du matériau, a un impact sur les émissions de CO2. Le fait que l'emballage que j'ai dans la main, qui est le fameux Tetra Top, qui est à 82% fait à partir de matières renouvelables, comparativement à une bouteille plastique qui va être d'origine fossile, la plupart du temps. En fait, ça a un impact direct sur les émissions de carbone. Et donc là, vous le voyez sur cette infographie, vous avez la comparaison entre un emballage carton, un emballage plastique ou même un emballage verre, ou sur les émissions de carbone. Parce que pour fabriquer du verre, il faut chauffer, c'est très lourd, ça a un impact également sur la logistique. Tout ça pris en compte fait que le choix de vos matériaux a un impact très important sur les émissions carbone. Donc encore une fois, là où je veux vous emmener, c'est dans la construction de vos emballages, quand c'est possible, et raisonner recyclabilité, mais aussi raisonner sur l'origine du matériau. Et en fonction du matériau, le renouvelable, clairement, est très positif sur le carbone, le recyclé également, et tout ce qui est non recyclé, tout ce qui est fossil base, d'origine fossile, va avoir un impact dramatique sur les émissions carbone. Okay. Ça, c'est le fondateur de Tetra Pak. Il a fondé Tetra Pak quand il avait quasiment 60 ans. Il est mort depuis très longtemps. Vous le voyez dans ces forêts suédoises. Et quand il a lancé son entreprise, son motto, c'était de dire qu'un emballage doit rapporter plus qu'il ne coûte. Aujourd'hui, moi, ce que je dis à l'ensemble des marques avec lesquelles on travaille, les distributeurs, c'est qu'un emballage doit rapporter de la valeur, mais surtout sans coût sur l'environnement. Et Tetra Pak, on accompagne nos clients dans cette direction. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Alors, petite question, vous avez mentionné à 2 reprises Citeo. Alors, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde ce qu'est Citeo. Est-ce que vous pouvez nous le dire en 2 mots? Alors, peut-être que les gens connaissent Eco-emballage. Voilà. Hein, donc Citeo est le nouveau nom de Eco-emballage qui s'occupe notamment, qui est une agence qui s'occupe notamment de la fin de vie, de toute la partie recyclage, recyclabilité des emballages mis sur le marché. Ils ont des activités notamment de consulting dans l'éco-conception. Eux ont tout intérêt à n'avoir sur le marché que des emballages recyclables, puisqu'on va réduire les coûts de traitement et puis on va réduire globalement les coûts environnementaux des emballages mis sur le marché. Donc vous avez soulevé évidemment le débat entre recyclable et renouvelable. Recyclable, bon, c'est ce qu'on essaye de faire, le verre, le plastique, vous l'avez dit, avec des difficultés quand on a des matériaux composites. Et puis renouvelable, c'est-à-dire l'origine du matériau qui va servir de base au packaging, qui soit lui-même renouvelable. Alors évidemment, le papier, le carton, le bois, donc tout ça, c'est des choses qui sont évidemment renouvelables, ce qui n'est pas le cas ou alors sur des échelles de dizaines de millénaires, donc des produits fossiles. Ouais. En effet, moi je veux vraiment apporter le débat de l'emballage et de l'environnement, de le sortir de la notion de recyclage uniquement et pour prendre l'ensemble de la chaîne et l'ensemble de la vie. Et quand on parle par exemple d'impact CO2, on fait ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, donc on va regarder l'impact de la matière, on va regarder le transport, on va regarder comment il est recyclé. Donc le recyclable est un must aujourd'hui, et en tout cas si vous voulez être pérenne sur votre marché, comme marque, comme distributeur, vous devez vous assurer que votre emballage est recyclé et recyclable. Maintenant, l'enjeu des prochains jours, j'ai presque envie de dire c'est l'enjeu qu'on aurait dû prendre il y a 10 ans, c'est d'aller vers de la matière qui est renouvelable par nature ou qui est suffisamment recyclée en qualité pour être un peu sur un circuit fermé. Ok, super. Alors, on va prendre les questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions pour Gilles Tisserand donc sur son intervention? Voilà, une question au premier rang. On va vous faire passer un micro, monsieur. Voilà.
Bonjour et merci pour votre intervention. Alors moi je représente un cluster agroalimentaire des Hauts-de-France et on a la chance d'être frontalier avec les Belges, parfois un petit peu les Allemands. Et là-bas il y a encore la consigne. Voilà. Donc nous on a beaucoup travaillé sur l'analyse du cycle de vie, notamment sur la bouteille de bière. Et aujourd'hui, je sais que ce n'est pas votre métier, a priori la consigne, mais je voulais avoir un peu votre point de vue. Est-ce que vous pensez que, on a rencontré Citeo également, est-ce que vous pensez que ce sujet a encore une chance en France, de votre point de vue et de votre expérience? Merci. Alors, déjà, je pense que clairement, le gouvernement se pose ces questions, ce qui est positif. On a un enjeu en France sur l'ensemble des emballages, c'est un enjeu de collecte. Aujourd'hui, on est sur des taux dits de recyclage qui sont liés donc à ce que les consommateurs vont mettre dans la bonne poubelle et la qualité des centres de tri, pardon, qui sont relativement faibles. Hein. La bouteille plastique, c'est 57%, la brique carton, c'est 54%. Donc ce sont des niveaux faibles comparativement, par exemple, à la Belgique où la brique carton, elle est recyclée, elle est collectée à hauteur de 90%. La consigne aurait comme avantage de s'assurer qu'on prenne du marché plus d'emballages et qu'on les dirige vers les bons centres de tri. Donc moi, je pense qu'en effet, on a un enjeu qui est de se dire le consommateur doit les mettre dans les bonnes poubelles, mais si, grâce à des systèmes comme la collecte, on peut encore plus booster ça et améliorer nos taux de recyclage réels, allons-y, faisons-le. Testons. On voit des distributeurs qui mettent des petites machines, ce sont des essais par-ci par-là. Les municipalités ont un rôle à jouer. Je pense que les grandes municipalités aujourd'hui sont en train de travailler ensemble pour aller là-dessus. Donc c'est des choix qui doivent être pris par le gouvernement, qui doivent être pris par les distributeurs, qui peuvent être pris aussi par des municipalités. Moi personnellement, représentant Tetra Pak, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on aille et on réfléchisse avec Alliance Carton Nature, qui est une entité représentée ici par Carole. Ce sont en effet des débats sur lesquels des questions sur lesquelles on réfléchit. Oui, et puis effectivement, la consigne, c'est aussi un grand enjeu dans la restauration. Dans le circuit de la restauration, il y a évidemment une grosse machinerie qui est en place autour de la consigne. Est-ce qu'il y a une autre question pour Gilles Tisserand? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Le recyclage des emballages et la conception donc des emballages, c'est gros sujet évidemment. C'est gros sujet, ouais. Alors recyclage, si vous voulez, moi je vous invite à venir à notre stand qui est au A30, qui est un peu de l'autre côté. On a des produits à goûter en emballage carton. On vous montre aussi ce qu'on est capable de faire en fin de vie de l'emballage et en fin de vie de la brique. Typiquement aujourd'hui, vous avez par exemple du papier, du sopal, du papier toilette qui est fait à partir de briques recyclées. Les briques sont faites avec du carton, c'est de la fibre de très bonne qualité, et les papetiers, typiquement City, SCA, adorent utiliser de la brique recyclée pour refaire des produits comme ça. Donc si vous êtes grippé, venez, on a plein de mouchoirs en emballage recyclé. Et puis on utilise également les plastiques et l'aluminium qui sont présents dans nos emballages pour faire du mobilier urbain, pour faire des stylos. Donc on peut vous montrer concrètement ce qu'on est capable de faire en produits recyclés. Juste une dernière petite question. Donc Tetra Top, je le dis encore, un produit qui a reçu un Made Award, 82% de produits recyclables à l'intérieur, de matériaux recyclables, pardon. Alors de matériaux renouvelables. Renouvelables, il est encore mieux. Entièrement recyclable et voilà. Il est à 82% aujourd'hui de matériaux renouvelables. C'est le manchon qui est en carton, puis c'est une partie du bouchon qui est en plastique d'origine végétale, issu de la canne à sucre. Canne à sucre, ok. Et 100% de matériaux renouvelables, c'est envisageable? J'imagine que ça fait partie des défis Tetra Pak. Oui, bien sûr. Alors, on a clairement comme ambition de développer un emballage 100% renouvelable d'ici 2021-2022. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème pour ne pas monter à 100%? Aujourd'hui, on a différents problèmes qui sont liés notamment à la durée de vie du produit. Remplacer différents polymères, remplacer l'aluminium a un impact direct sur la qualité ou la durée de vie du produit. Si vous faites ça sur du lait, vous allez réduire votre durée de vie qui aujourd'hui en fait de 9 mois à quelque chose qui descend sous les 3-4 mois. D'accord. Donc c'est pour ça que je voulais parler en introduction de l'intérêt de l'emballage. Un bon emballage, c'est un emballage qui va vous permettre d'éviter du waste, de la perte de produit. Okay, si vous avez un emballage qui apparaît comme très bien, mais vous devez le jeter au bout de 3 jours, vous allez jeter du produit. Et ça, c'est un impact ultra négatif sur l'environnement également. Donc un bon emballage, il doit d'abord protéger le produit. Donc on est en train de travailler sur différents remplacements des couches fossiles.
pour obtenir du métal, la même garantie, de l'aluminium et aussi. l'aluminium pour obtenir les mêmes garanties de qualité produit. Le motto de Tetra Pak, c'est protège ce qui est bon. On doit vraiment s'assurer que la qualité du produit, elle est là, parce que derrière, c'est la qualité et c'est la marque qui doit être également protégée. Super. Merci beaucoup Gilles Tisserand. Merci. Voilà, donc je vous invite à passer dans l'espace expert juste à côté, donc si vous voulez poursuivre l'échange avec Gilles Tisserand. On se retrouve dans 5 minutes avec l'intervention de Freddy Tiburce. Voilà, donc intervention suivante sur se connecter pour mieux manger. Voilà, une promesse ou une injonction, on verra ça tout à l'heure. Voilà, retour dans 5 minutes.